Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivia Grégoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, députée La République En Marche de Paris, vice-présidente de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est long à dire. Quasi retour à la normale, on va dire, en dehors des trains régionaux, des TER, des intercités, aujourd'hui à la SNCF. Dans ce bras de fer qu'on a eu, on a bien vu ce week-end, au-delà de la pagaille que ça a été encore une fois dans les gares, et j'étais dedans, dans ce bras de fer entre la SNCF et les cheminots. Les agents ont évoqué leur droit de retrait individuel. De l'autre côté, on a Édouard Philippe qui nous dit non, c'est une grève sauvage. De quel côté vous êtes, vous? Parce que ce qui a été dit par le gouvernement, en gros, c'est que le droit de retrait était détourné. Écoutez, soyons tranchés. Moi, j'ai pour caractéristique de m'exprimer très clairement sur mes points de vue en règle générale. Quand je ne suis pas d'accord avec l'opinion du gouvernement, je le dis. Quand je suis complètement d'accord avec l'opinion du gouvernement, je le dis. Ce qui s'est passé ce week-end est un scandale. Vous étiez dedans. Je ne sais pas si vous étiez avec des enfants en bas âge. Il y a des familles entières qui avaient prévu ces congés. Moi, j'ai vu des images à longueur de week-end qui sont lamentables. Mais c'est dantesque et je veux dire... Au-delà de la compassion, quel est votre point de vue ? C'est même pas de la compassion, c'est de la colère, là. C'est un peu plus que de la compassion. Parce que ça suffit de prendre les gens pour des otages quand on bosse, quand on a quelques jours de vacances et qu'on doit déposer ses enfants. Ça, c'est dit. Je suis complètement derrière ce qu'a dit le Premier ministre et Jean-Baptiste Djebbari. Il y a un droit de retrait qui existe. C'est un détournement, une instrumentalisation du droit de retrait. Et d'ailleurs, je suis contente de voir que le Premier ministre... Les syndicats disent c'est individuel, c'est un droit individuel, oui, c'est chaque agent. Mais très bien, mais il y aura une explication. Et d'ailleurs, le Premier ministre a été très clair et a dit qu'il demandait à ce qu'on étudie toutes les suites pénales, possibles et imaginables. Vous souhaitez qu'il y ait des poursuites judiciaires et que ce soit suivi des faits, parce qu'on voit bien que... A priori, ce sera peu probable parce qu'il ne faut pas non plus envenimer la situation qui est compliquée aujourd'hui à la SNCF. Oui, mais enfin, la situation, entre nous soit dit, elle est toujours un peu compliquée à la SNCF. Nous l'avons réformée, à commencer par Jean-Baptiste Djebbari, avec courage. Nous avons ingéré, puisqu'on parle de budget, la dette de la SNCF que nous supportons aujourd'hui. 30 et quelques milliards. 30 et quelques milliards, ça n'est pas une paille. Nous avons essayé de mener une réforme assez courageuse. Nous travaillons ardemment une réforme des retraites aujourd'hui. On va en parler, justement, en évitant d'être brutaux sur les régimes spéciaux, en considérant toutes les spécificités propres au métier des cheminots, à la pénibilité, etc. Je la fais courte. Bloquer la France pour une question de contrôleurs qui ne sont pas assez nombreux dans les trains, de cette façon, ça n'est pas une façon de procéder. Est-ce que l'exécutif, Olivia Grégoire, n'a pas été un peu pris en défaut d'autorité ce week-end ? Défaut d'autorité, je ne crois pas. Défaut d'information, c'est certain. La preuve en est, rien n'avait été indiqué, personne n'avait été informé, à commencer par les ministres concernés, dont M. Djebbari. Le Premier ministre n'était pas informé, donc ils ont eu affaire à une grève absolument surprise. Et donc je ne crois pas que l'autorité était en deçà de ce qu'on attendait. Moi, je m'attendais à ce que le Premier ministre prenne sa voiture et aille sur zone à la gare pour en parler. C'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il a réagi à temps. Quand on voit la pagaille dans les transports sur ces 3 derniers jours, est-ce que cette perspective, le 5 décembre, Olivia Grégoire, d'une grève illimitée dans les transports, est-ce que ça vous angoisse? Vous avez vu, CGT et FO vont faire cause commune. Bien sûr que ça m'angoisse. Moi, je prends le métro le matin pour aller à l'Assemblée, comme beaucoup de Français qui vont bosser, et ça m'angoisse, oui. Vous redoutez une paralysie? On pense tous évidemment à 1995. On y va tout droit? Si je vous disais non, ce serait pas crédible. Et 95, j'étais un peu jeune, mais déjà bien consciente. On l'a tous en souvenir, cette période terrible. Et c'est vrai qu'il y a des réformes, et on va en parler, qui sont à potentiel de nitroglycérine très important. Les retraites en font partie. Moi, ce que j'aime bien essayer de comprendre aussi, c'est pourquoi il y a des sujets comme ça dans notre pays qui sont aussi inflammables. Il y a les retraites, il y en a d'autres qui ont été abordés la semaine passée sur la laïcité. Il y a quelques sujets comme ça où, si vous voulez, vous le mettez au devant de la table, ça explose en France. Je trouverais bien qu'on essaye de grandir un peu collectivement sur cette façon de mener certaines réformes. Les retraites, on va en reparler, mais c'est assez simple. Bah parlons-en, tiens, allez. Voilà, on a plusieurs options. Il y a l'option du statu quo et de ne rien faire. Mais qu'est-ce qu'il dit, pardon, après Emmanuel Macron, c'est Édouard Philippe qui défendait sa réforme, c'était jeudi, quasiment 3 heures devant des parents d'élèves. Il a admis que pour l'instant, il a dit, sont ces mots, le système actuel est plutôt bien équilibré. Donc on se dit... Pourquoi demander aux Français de travailler plus longtemps, de tout chambouler si financièrement pour l'instant ça va? C'est vrai que pour l'instant ça va. C'est dans votre phrase, le mot qui ne va pas, c'est pour l'instant. C'est vrai, pour l'instant, ça va. C'est comme dans un film dont vous devez vous rappeler. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Jusqu'ici, tout va bien, effectivement, c'est aussi dans le même film. En l'occurrence, c'est plutôt dans les années qui viennent qu'on va avoir de sérieux problèmes, à la fois démographiques. Vous le savez, le vieillissement n'est pas un concept, c'est une réalité. À l'horizon 2050, c'est un fort vieillissement pour la France. Mais il n'y a pas que ça.
il y a aussi le changement profond du paradigme économique. On est aujourd'hui dans une économie de plus en plus de la donnée, des plateformes, où d'ailleurs les nouvelles générations approchent leur boulot d'une façon un peu différente que les anciens. Et donc on change beaucoup de métiers, on est indépendant, on est salarié. Aujourd'hui, quand on se parle, est-ce que la quadrature de la protection sociale en matière de retraite correspond à ce qu'il faut au moment où on se parle? Peut-être oui. Dans 10 ans, dans 15 ans, c'est absolument sûr que non. Et je trouve que Édouard Philippe le dit souvent, il l'a encore dit mardi dernier en réunion de groupe, il le dit très souvent, c'est un de ses gimmicks. Gouverner, c'est choisir, et gouverner, c'est prévoir. Elle n'est pas de lui, vous savez, celle-là. Évidemment, on le sait. Mais j'aime bien qu'il s'y réfère. Ouais. Gouverner, c'est pas juste regarder le guidon à 1 mètre devant soi jusqu'en 2022. Gouverner, c'est aussi se préoccuper de l'avenir du pays. Mais vous avez mis en avant, Olivier Grégoire, en premier lieu, la pérennité du financement des retraites. Dans ces cas-là, il ne fallait pas faire tout ce barnum et juste allonger la durée de cotisation parce qu'on vit plus longtemps à la retraite. Vous savez, même si c'est une moyenne, évidemment. Si allonger la durée de cotisation ou baisser les pensions avait été l'alpha et l'oméga de la réforme, c'est ce qui a été fait depuis 15 ans en réalité. Hein, vous le savez bien. Sarkozy puis Hollande, on a joué sur les durées de cotisation, on a joué sur le montant des pensions. Oui, mais on réforme au fil de l'eau parce qu'avec le vieillissement, on réforme. C'est ce qu'on appelle de la rustine. Voilà. On réforme avec des rustines et donc ça tient. Mais quand on va arriver à l'explosion démographique au niveau du vieillissement et dans les années 2030-2040 à l'explosion aussi des jobs sur les plateformes, mais c'est pas parce que on va avoir un problème sérieux. Vous avez un régime unifié pour autant que ça règle le problème du financement. Alors je vais vous prendre le sujet autrement. Il tient à peu près le régime aujourd'hui. Moi je me souviens, en 2001, je travaillais déjà sur ces sujets, le Conseil d'orientation des retraites avait établi un rapport qui était très anxiogène, alerte rouge sur les retraites, ça n'était plus financé. Ça n'est pas aujourd'hui la situation pour laquelle ce gouvernement veut réformer. Ça n'est pas uniquement pour des raisons budgétaires, puisque le financement du système, au moment où on se parle, tient à peu près debout. C'est pour des raisons que je trouve louables, et je vais vous dire un peu plus, que je trouve assez nobles. C'est pour des questions de justice sociale. Je prends un exemple qui est très concret. J'en ai parlé avec un parlementaire qui l'a cité ce matin, Sacha Houlier, qui travaille beaucoup sur ce sujet. Un grand-père, une grand-mère. Son grand-père décède. Il touchait 2 000 €. Sa grand-mère touche 400 € de pension. Aujourd'hui, dans le système actuel, il y a plus de demi-part pour les veuves et par conséquent, sa grand-mère ne bénéficie que de 1 350 € de pension par mois. Avec la réforme que nous souhaitons porter, nous voulons garantir 70% des revenus du couple à la personne qui reste. Ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, cette personne toucherait aujourd'hui 1 850 € net, 500 € de plus par mois pour cette grand-mère qui vit toute seule. Quelques gagnants et beaucoup de perdants, disent certains. Je ne suis pas si sûre. C'est pareil, moi, tant que je ne connais pas les données de l'équation, j'ai du mal à voir qui gagne et qui perd. Mais moi, on ne connaît pas non plus. Je n'ai pas fait d'enfant encore aujourd'hui. Je vais avoir un enfant. Avec cette réforme, enfin j'espère, j'annonce rien. Avec cette réforme, au premier enfant, j'ai le droit à bénéficier d'une bonification, pas au 3e enfant. Vous voyez, si on a un congé maternité aujourd'hui, comment ça se passe? C'est compliqué pour les femmes, ça fait des ruptures de charges dans les carrières. Il y a toutes ces choses qui concernent la justice sociale dans cette réforme des retraites. Après, moi, ce que je vois, c'est que il est extrêmement difficile en réalité de parler du sujet des exceptions qui sont au cœur de notre... Les régimes spéciaux. Et le vrai sujet, il est peut-être là aussi financier, parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que la moyenne de la part variable dans le calcul des pensions pour les fonctionnaires, c'est à peu près 22% de part variable. Ça monte jusqu'à 36% chez les militaires, par exemple. Donc un vrai sujet pour eux. Un vrai sujet, parce que ça veut dire que si on aplanit tout le monde avec un régime par points, encore faut-il savoir quelle est la valeur du point. Mais il va bien falloir soit baisser leur pension de 36%, suivez mon regard, ça n'est pas une option, soit compenser. Et ça va coûter des milliards. Et donc on recrée du régime spécial alors qu'on voulait les enlever. Ça fait partie des sujets... Oui, mais vous savez, il y a 2 options quand on gouverne. Il y a ceux qui commentent et il y a ceux qui gouvernent. Moi, je vois Édouard Philippe à la manœuvre avec Delevoye, le haut-commissaire. Il était possible de laisser cette réforme, je vais vous dire, sous le tapis et de se dire, bah, écoutez, après moi le déluge et les prochains géreront. Je trouve ça assez courageux, je vais vous dire, au-delà de tout ce qui a déjà été fait, de la prendre à bras-le-corps. Alors qu'il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. Non, mais ce qui est important, c'est que l'angoisse, pourquoi cette angoisse dans notre population? Parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et voilà ce à quoi le gouvernement est... Mais pour l'instant, c'est rien sur rien. Moi, j'ai écouté le président et aussi le Premier ministre. J'ai toujours pas compris si l'âge pivot de 64 ans, l'âge pivot, si on part avant, on a un malus, si on part après, on a un bonus. J'ai toujours pas compris si c'était enterré ou pas. Et en fait, il n'y a rien enterré. On devait travailler plus longtemps pour devoir toucher une retraite à taux plein. Le point, est-ce qu'il pourra baisser ou pas? Il y a 3 questions. En fait, c'est assez simple. Oui, mais c'est pas moi qui le dis, ça fait 30 ans qu'on le dit. C'est la mère des réformes. Que vous vous posiez des questions à volo, c'est normal. C'est une réforme paramétrique, structurelle, monstrueuse, qui angoisse les gens, puisque
ça touche au quotidien de ces 20 ou 25 2 tiers prochaines des années. Français ne vous suivent pas sur cette réforme aujourd'hui. Oui, mais alors ça, c'est pareil. Pardonnez-moi, mais j'adore les études et les sondages. Moi, je la vendrais... la peine de mort, c'est ça? Non. 90% des Français étaient contre à l'époque. Non, j'ai d'autres arguments, je vous rassure. Il faut être courageux quand on fait de la politique. Parfois, il faut aller à rebours de l'opinion publique. Aujourd'hui, le gouvernement essaye de proposer une réforme courageuse. Au moment où on se parle, je vais vous dire, ni sur la valeur du point, ni sur le sujet des carrières ascendantes, ni sur l'item de pénibilité, les choses ne sont figées. Donc vous pouvez le regarder en disant, bah, elle n'est pas faite, je suis d'accord. Moi, je vais vous dire, on se serait planté, pour le dire trivialement, si j'étais venu ce matin en vous disant, voilà le projet de loi, on va les peser. Voilà, on va le voter, puis les Français nous diront plus tard ce qu'ils pensent. Non, on fait de la concertation et on écoute, on nous l'a suffisamment reproché. Quasiment 70% des Français disent, avec votre réforme, le montant des pensions va baisser. Mais c'est ça qu'ils n'ont pas tort si on calcule. Je le répète souvent ici, donc pardon d'annoncer un peu et de répéter, mais quand on calcule la pension sur l'ensemble de la carrière, c'est moins favorable que si on calcule sur les 25 dernières années. Ça n'est pas figé, donc ça fait partie des choses donc, sur lesquelles... moi, je suis dedans, je ne suis pas tellement content. D'accord, mais le commissaire Delevoye et le Premier ministre l'ont rappelé, je crois que le Président aussi, ça fait partie des 3 points que je viens de vous citer sur lesquels les choses ne sont pas figées. C'est pas qu'on ne sait pas. 18 mois de concertation et on sait toujours pas. C'est pas qu'on ne sait pas, je vais vous dire, c'est que, compte tenu de l'ampleur et de l'impact, je préfère qu'on y mette le temps nécessaire. C'est une réforme. Pour éviter de mettre les Français dans la rue aussi, évidemment. Éviter et puis écouter tout le monde. Je veux dire, Jean-Paul Delevoye le fait depuis des mois. Mais oui, il faut encore le faire. Écouter, après il faut trancher. Si les Français n'en veulent pas, toujours pas, au terme des consultations citoyennes, avec les partenaires sociaux. Moi, je reviendrai en parler avec vous, on verra. Je ne présage pas de l'intelligence des Français, moi, et je ne présage pas non plus du fait qu'ils sont conscients d'une chose, ils nous reprochent beaucoup de choses à juste titre. Ils sont conscients d'une chose, c'est que ce gouvernement s'attelle à des sujets qui sont complexes et difficiles et qui ne sont pas des petits sujets. Voilà. Le président ne reculera pas cette réforme, même si les Français n'en veulent pas, dans 2-3 mois? Vous savez, le président, c'est pas un espèce de taureau comme ça qui avance à volo. C'est quelqu'un qui écoute. Je rappelle que Paul Ricoeur, pour ceux que ça intéresse, c'est quand même le chantre du doute et de la reprise de son ouvrage au quotidien. C'est son mentor. Hein. C'est son mentor, c'est son mindset intellectuel. C'est beaucoup plus qu'un mentor. C'est une des personnes qui fait que vous allez vous battre tous les matins. Et je comprends pourquoi il est aussi ricoeurien, comme on dit. C'est quelqu'un qui s'est décidé, mais c'est pas quelqu'un qui va trancher sur des positions qui touchent tous les Français contre la vie des Français. Et puis, je le dis souvent en PLF en ce moment. Projet de loi de finances. Non, mais il y a un moment, il faut être clair. On nous a reproché les 2 premières années d'aller trop vite et trop fort. Maintenant, on écoute et on fait de la concertation. On va plus assez vite et plus assez fort. Il y a un moment... Et je le dis d'ailleurs pas que pour la politique. La vérité est au milieu peut-être aussi. Oui, mais moi j'aime mon pays. Et avant, quand j'étais pas députée, je voyageais un peu. J'allais beaucoup aux États-Unis. Il y a une chose sur laquelle il faut qu'on se batte ensemble, culturellement. C'est ce qu'on appelle la double contrainte en psy ou le double bind. Donc, l'option on va vite et fort, ça va pas. L'option on prend son temps et on concerte, ça va pas. Quand est-ce que ça va? Voilà. Et c'est important ce que je dis. Quand est-ce que ça va? Là, on a un gouvernement qui a pris des réformes majeures, fiscalité du capital, le travail, la réforme de la SNCF, la loi Pacte, dont on parle assez peu, mais enfin les seuils, ça faisait 25 ans que les entrepreneurs nous en parlaient. La réforme de l'assurance vie, la réforme du PEA-PME, bref, on a fait énormément de choses au plan économique et social. Aujourd'hui, on estime que... Dont les Français attendent de voir en quoi ça change leur quotidien. Peut-être ça écoutez, aussi, les Français, pour certains, ont déjà des choses qui arrivent sur leur feuille d'imposition. On va en parler. Avant de clore le sujet sur les retraites, Olivia Grégoire, parce qu'elle a calculé en monnaie sans être trébuchante combien ça va rapporter toutes ces baisses d'impôts. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à ce que cette réforme des retraites, parce que ça circule, je ne sais pas si c'est pas une info ou une rumeur, comme quoi elle ne pourrait ne concerner que les nouveaux entrants c'est la clause grand-père sur le marché du travail. Et là, on se dit... C'est une proposition ou pas que le gouvernement a en tête qui serait soumis pour le coup à concertation, parce qu'on dit que c'est le meilleur moyen de tout déminer. Et en même temps, une réforme qui ne concerne que les nouveaux entrants, c'est plus totalement une réforme révolutionnaire non plus, non? Oui et non. On évite de se mettre à dos ceux qui vont paralyser la France. Typiquement, a joué sur la SNCF dans le cadre de la réforme SNCF. C'est une clause qu'on a adoptée. Je le comprends dans le cadre de la SNCF. Pour ne pas rompre le contrat qui a été passé avec les anciens. Totalement. Le sac à dos social faisait partie de la négociation et c'était important. Moi, ce qui m'inquiète, je suis assez pragmatique. C'est en discussion ou pas cette histoire de dire... C'est sorti médiatiquement, excusez-moi de prendre des pincettes, parce que vous êtes tellement, les médias aujourd'hui, bien informés, parfois mieux informés que nous les parlementaires, vous m'excuserez de prendre quelques pincettes. C'est une information qui a été émise en fin de semaine dernière. Vous en pensez quoi? J'en pense que, moi je suis quelqu'un d'ouvert, donc ça se regarde. J'en pense en revanche une chose, c'est quelle complexité et peut-être même quelle friction possible au plan social entre des gens qui, pour un même job, seraient payés différemment en termes de salaire entre celui qui est déjà sur le marché et celui qui arrive à même emploi. Donc j'en dis que
quand je me projette, j'ai peur que ça crée des frictions sociales assez légitimes entre Générationnelles. des gens générationnelles, potentiellement. Bon, on parle du projet de budget 2020. Vous connaissez ça par cœur. On passe des Oh non. heures à l'Assemblée Ah oui. nationale. Elle n'a pas beaucoup dormi, mais elle Non. est toute maquillée. D'ailleurs, Elle est toute belle. je salue mes collègues parce qu'on en parle jamais. Vous savez, on dit marathon budgétaire dans les rédactions, ça fait joli. Ouais. Mais en vrai, maintenant, j'ai compris pourquoi c'est marathon budgétaire. Voilà. Donc c'est 16 heures, quoi. C'est Ah, 16 heures sur 24, c'est ça? C'est 16-18 heures sur 24 À l'Assemblée. et extrêmement technique. Donc, c'est pas des moments où vous regardez les mouches voler. Hein. Voilà. Donc on se dit quoi? On se dit qu'avec ce budget 2020, parce qu'on l'a taxé de président des riches en début de mandat, notamment pour les réformes sur la fiscalité du capital, est-ce que là on peut dire, et sous la pression de la rue, ce budget-là est l'enfant, encore une fois, de la crise qu'on a connue l'an dernier, est-ce qu'on peut dire que maintenant le président Macron est le président des classes moyennes à l'aune de ce budget 2020? Est-ce qu'enfin on peut le dire? Je pense que le président Macron est presque plus le président de ceux qui veulent vivre dignement de leur travail que des classes moyennes. Parce qu'en fait, classe moyenne, on met beaucoup de choses et c'est assez variable en fonction des gens, les classes moyennes. C'est un mot un peu fourre-tout. Voiture-balai. Bon. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif fixé en 2017, que la rémunération du travail soit plus importante, plus intéressante pour les Français, c'est une promesse qu'on tient depuis 2017. Je vais vous dire, je trouve que ce budget... Surtout sur ce budget. Ce budget... Pas que, mais la suppression des cotisations sociales de 0,3 points avec l'augmentation de la du net. CSG, avec la hausse de la CSG aussi. Oui, mais enfin, c'est ça qui est. Le péché originel, il n'est pas là, d'avoir fait un espèce de mécano fiscal où derrière, on baisse la cotisation et Eric Woerth qui va nous voir de temps en temps. Il est charmant d'ailleurs, ce garçon. Il est charmant, je vous le confirme. À dette aussi élevée et à contrainte aussi forte, vous m'autoriserez qu'on n'a pas 150 marge de manœuvre. Nous avons fait un choix. Ça posait pas un problème quand il fallait baisser l'impôt sur la fortune, la marge de manœuvre? Mais on n'a pas baissé l'impôt sur la fortune pour récérer de l'argent, ça vous a pas échappé. On a baissé l'impôt sur la fortune pour faire revenir des gens en France. Et en l'occurrence, ça marche. Ça marche, ça marche. Vous allez un peu vite là. Ah bah écoutez, c'est vous, hein. Moi j'ai regardé, la semaine dernière, attractivité, les chiffres sont clairs. On est les premiers en Europe aujourd'hui. Ah, sur l'attractivité, moi je crois sur les... Mais c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est que les entreprises, les PME, les ETI, notamment industrielles ou de la techno qui étaient parties depuis 5 ou 10 ans à cause de la pression fiscale, reviennent dans notre pays. C'est pour partie vrai. Donc sur l'ISF, je veux dire... Ça ne m'a pas échappé le marquage des riches, mais bon, je vais revenir à ce que vous disiez. Est-ce que ce PLF est l'enfant des Gilets jaunes? J'aime bien l'expression. Ce PLF, on va être dans l'air du temps, il est un peu le fruit d'une PMA. Ce PLF, il a 2 parents. Ce PLF, il a d'abord la loi de programmation budgétaire de 2017 en père ou mère numéro 1. Pourquoi? Parce que, et on l'oublie souvent, ce qu'on a dit en 2017, on le fait. La baisse d'impôt sur les sociétés, peu importe le contexte social, on la maintient. Un peu moins pour les grands groupes, mais bon. Oui, mais c'est assez. Enfin, si vous voulez. Globalement, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. L'atterrissage, c'est 25% en 2022. Trajectoire qui avait été lancée déjà avant, d'ailleurs, Emmanuel Macron. Certes, mais enfin, vous m'autoriserez à dire que dans le contexte social qu'on a connu cette année, un certain nombre de gouvernements auraient peut-être mis pause sur la baisse de l'IS. On ne le fait pas. On continue sur la suppression de la taxe d'habitation. On continue et on confirme l'exonération et la défiscalisation des heures sup. On continue beaucoup de choses qui ont été décidées en 2017 et pour moi c'est un PLF de la prolongation parce que ça peut vous paraître un peu ennuyeux d'avoir tous les ans les mêmes chapitres. Je vais vous dire, parfois c'est un peu ennuyeux pour moi aussi et pour mes collègues. Quand ça fait 3 ans qu'on valide tranche par tranche la baisse de la taxe d'habitation et la suppression. C'est combien en moyenne? Mais c'est comme ça. Un peu moins de 600 € en moyenne pour les 80% des Français. C'est 555 € à peu près en moyenne. Que vous rendez aux Français. En fait, si vous faites... ça sera l'année prochaine, ça. Alors, c'est l'année prochaine. Il y a 2 choses à avoir en tête. Il y a 17 millions de foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu dans notre pays. Compte tenu de la baisse de 5 milliards d'euros sur les tranches à 14% et à 30%, c'est à peu près 16,5 millions de revenus fiscaux qui vont être impactés. Combien en euros? 300, Combien à peu près en moyenne. 300 €. 300 €. Voilà. Et on va parler concrètement. En fait, 300, plus la baisse de la TH, 550 taxe d'habitation, 550 à 600 €. C'est moyenne. Ça fait environ 900 € pour 16 à 17 millions de foyers fiscaux en France l'année prochaine. C'est la prime des 1 000 €. C'est pas rien. Et c'est aussi ce qu'on a voulu faire depuis 2 ans. Et là où vous avez raison, et je ne renie rien, j'ai dit PMA, il faut un papa et une maman, en tout cas 2 papas ou que sais-je. Pour le 2e parent, oui, ce sont les gilets jaunes. Mais là, c'est pareil, je l'ai dit en discussion générale lundi dernier au budget. Je veux dire, vous savez, on nous reproche beaucoup de choses, les politiques, et parfois à juste titre. Il faut être honnête et lucide quand on fait de la politique. Qui, le 1er décembre 2018, qui aurait regardé Paris flamber parmi tous les gouvernements et n'aurait rien fait? Personne. Donc il faut aussi savoir remettre un peu l'église au milieu du village. On a connu une crise politique et sociale
qui est peut-être pas terminé, je vais vous dire, et sur vous lequel je suis allez peut-être extrêmement rallumer vigilant. avec cette réforme des retraites. C'est comme le risque. Oui, mais Vous qui n'avez pas je veux votre vous dire lampe dans autre votre chose. poche. Si on prend aucun risque, et Édouard Philippe le sait bien mieux que moi, on reste chez soi, on fait pas de politique, et on n'essaye pas de transformer ce pays quand on l'aime. Sur la taxe d'habitation, il nous reste quelques instants, Olivia Grégoire. Donc, l'Assemblée nationale a voté, donc c'est bon. 100%, 80% des Français horizon jusqu'en 2020. En 2020, 80% des Français ne paieront plus. En 2023, 100% des Français ne paieront plus, donc les 20% des foyers restants. On se dit que maintenant, ça y est, c'est gravé dans le marbre. Oui. Cette Assemblée ne reviendra pas là-dessus, et éventuellement en 2022, peut-être une autre, si il y a alternance, pourrait revenir dessus. Je laisse à qui veut remettre 20 milliards de prélèvements obligatoires sur le dos des Français. Non, mais sur les 20% des Français les plus aisés. Attention à ce qu'on dit. Qui sont les 20% des Français les plus aisés? À partir de quand est-on un Français parmi les plus aisés? Dites-moi, je suis pendu à vos lèvres. C'est aux alentours de 4 000 euros. Ah, donc c'est François Hollande qui avait raison alors? C'est une bonne question, c'est un vrai débat. Donc attention aux plus aisés, il faut faire attention. Ce qu'il y a toujours, on ne va pas se mentir, c'est que l'effort fiscal pour cette réforme est très important. Éric Woerth, on en parle souvent, président de la Commission des Finances, la critique assez vertement. Moi, je maintiens, pour avoir reçu encore très récemment mon avis de taxe d'habitation à la maison, et pour avoir vu, pour certains, les choses commencer à baisser, je pense que c'est une réforme qui impacte au quotidien les Français. Dernière question, Valérie Rabault, vous connaissez, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Elle affirme qu'en cas de crise, le gouvernement n'aura aucune marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Parce qu'elle disait le déficit structurel, ça n'intéresse personne, mais le déficit. Moi, ça me passionne. Non, mais pour le commun des mortels, déjà le mot déficit, c'est barbare. Alors, son propre déficit intéresse les Français. On met structurel, c'est-à-dire en dehors des aléas liés à la croissance et qui peut augmenter ou baisser. Elle disait le déficit structurel, en gros, c'est une interview aux Échos qu'elle a donnée il y a quelques jours. Il augmente sous Macron alors qu'il baissait sous Hollande. Bon, après, elle défend son... Oui, alors je lui répondrai avec toute l'amitié que j'ai pour elle, parce que c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler. Ouais, c'est une bosseuse. Oui, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de non-bosseurs aux finances. Mais en gros, chacun a ses chiffres. Moi, le mien, c'est que la dette aujourd'hui, la dette publique, est stabilisée à 0,4 points d'augmentation en volume. De la dépense publique. De la dépense publique 2018-2020. On peut raisonner en déficit aussi. Au-delà de 2,2, 2,3 points de déficit public. Oui, mais là, on est à 2,1 de déficit. Ça ne vous aura pas échappé, c'est le plus faible depuis 2001. Elle le sait pertinemment. Sur 2020 ? Oui. Oui, c'est une projection. Ça ne veut pas dire qu'on va le réaliser. Ah bah, si on ne le réalise pas, le Haut Conseil des finances publiques déjà vous tire les oreilles et l'Europe encore un peu plus fort. C'est parce qu'il y a c'est pas une option la guerre pour commerciale, nous. le des ajustements structurels pour nous au mois de décembre n'est pas une option. Donc le 2,1, je peux vous dire, de déficit, on le tient. On ne pense qu'à ça en réalité. Et depuis 2001, on n'a pas eu un déficit stabilisé à cette mesure-là. Deuxièmement, la dette augmente de 0,4 points en volume. C'est 2 fois moins que sous le quinquennat précédent où était Valérie Rabault avec François Hollande. C'est 3 fois moins d'augmentation et de rapidité d'augmentation la baisse de la dette de 3 ou 5, c'est 5 points de baisse de dette publique sur le quinquennat ne sera pas atteint. Ce sera difficile, mais en même temps, on avait dit 5, 3, 1. 5, 3, 1. Ouais, pour le 1, on a déjà fait 1,3. Ça, c'est pour la baisse de la pression fiscale. Ouais, donc on redistribue plus et on baisse plus vite la pression fiscale, ce qui a une conséquence automatique sur la dette. Allez, merci d'avoir été avec nous. À vous. Olivia Grégoire, donc députée La République En Marche de Paris, vice-présidente de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui était l'invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. À bientôt.